Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de recevoir pour ce numéro 56 de MPCM Avni Najvovski qui se présentera brièvement tout à l'heure et que vous découvrirez au cours de cette émission. Cela étant, dans un premier temps, j'aimerais présenter ce spectacle, celui de la troupe des Creusets, du lycée-collège des Creusets, mise en scène de Stéphane Albelda, le bourgeois gentilhomme de Molière, les 13 et 14 avril au Creuset. Vous pouvez réserver au secrétariat du collège ou par mail. Et je crois que ceux qui assisteront à ce spectacle seront ébouriffés. Le bourgeois gentilhomme de Molière. Et puis, avant que Avni Najvovski nous présente ces trois livres, je veux vous transmettre le coup de cœur de la semaine, mon coup de cœur, l'adieu à Saint-Kilda, de Éric Bulliard, que je vais recevoir prochainement. Et je veux simplement vous lire la dédicace qu'il m'a faite et à mon épouse au Salon du Livre à Genève. Cette histoire de brume et de pluie à la découverte d'une étrange île et de ses habitants. C'est un livre magnifique, un grand livre, et je ne peux que vous le conseiller. Cela étant, j'ai réservé deux définitions pour Avni Najvovski. La première prise dans le dictionnaire du diable, comme d'habitude, c'est celle de flibustier, sorte de conquérant dans une branche commerciale particulière dont les annexions ne sont pas reconnues avec l'éclat qu'elles méritent. Ça peut faire sourire ou bien? Oui, quand même. Oui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est méritant, mais on ne lui donne pas le juste titre, le mérite qu'il doit le recevoir. C'est comme ça qu'on prend le flibustier alors. Voilà. Et puis alors un autre, naturellement c'était je ne pouvais pas manquer pour les raisons qu'on découvrira en cours de séance. C'est une très longue définition, mais je vais donner que le début. C'est dans celle du dictionnaire insolent de Narcisse Prat. Le mot que j'ai choisi, et qui vous fera sourire, qui te fera sourire, c'est eau, l'eau. Ah, oui. Voilà, maintenant j'ai de nouveau perdu ma page, mais je vais la retrouver. C'est une très longue définition, mais là je vais donner juste le début. Eau, élément vital, l'eau ne pouvait échapper à sa récupération symbolique par le charlatanisme universel, à commencer par le christianisme, dont le baptême marque l'entrée en religion. Ça donne quoi comme réaction? Disons, l'eau a toujours été la vie. L'eau, c'est la vie. Et peut-être à l'époque, c'était l'eau bénie, hein, c'est ce que tu dis, mais aujourd'hui, les charlatans, c'est les industriels qui nous polluent notre eau. Alors, maintenant, c'est quoi les trois livres dont tu recommandes la lecture et qui t'ont marqué? Alors moi, il y a trois livres qui m'ont, trois livres qui m'ont marqué, et un dernièrement que je lis entièrement, quelque chose qui est fantastique, Malcolm X, que tout le monde connaît. Pourquoi pas? Rappelez juste en gros l'histoire de Malcolm X. Malcolm X, c'était idéologue, on va dire comme ça, un combattant de liberté, et j'ai beaucoup d'aspiration à travers de cet homme qui était pour moi un très grand homme. Voilà ce que je peux dire. Le deuxième livre? Deuxième livre, c'est Mandela. Tout le monde connaît Nelson Mandela, son bravure. Et malgré qu'il a fait des prisons, il n'a jamais abandonné ses idées. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous toucher tout le monde, de jamais abandonner quand on a quelque chose dans la tête. Et conviction, surtout les convictions. Et le troisième livre? Troisième livre, je vais vous étonner, c'est Ces gens-là de Madame Rian, Béatrice Rian. Bon, tout est fantastique. Il est dans ma salle, je vais le montrer encore une fois. Mais est-ce que tu l'as vraiment lu? Parce que les gens ont de la peine à lire chapitre après chapitre. Non, je l'ai lu, effectivement, c'est très intellectuel, très explicite sur certaines choses. Mais non. Mais alors, c'est quoi qui t'a surpris le plus dans ce livre? Je ne peux pas tout dire, mais disons la perfection des mots. Ah, le style. Le style. Et puis au niveau du contenu, c'est bluffant par moments ou bien? Très riche, bluffant, mais très riche en émotions. Je le recommande d'ailleurs à tout le monde de lire ça parce que c'est actuel. C'est très sympa.
comment, peut-être me dire comment tu es venu en Suisse? Parce que donc, tu es d'origine macédonienne, Macédoine du Nord, on va peut-être en parler plus tard, mais peut-être nous expliquer comment tu es venu en Suisse, ton premier regard, la Suisse, ton premier voyage finalement, qui fait qu'aujourd'hui, tu es citoyen suisse, originaire de Chalais, etc. Tu es complètement intégré à notre communauté, tu es suisse. Donc, mais ton premier regard, à quel âge, comment ça s'est passé? Alors, je suis venu en Suisse, en fait, après l'école obligatoire en Macédoine, qui est environ 15 ans, comme ça. Je suis venu pour rejoindre mes frères. Et quelle région en Macédoine? Je suis Macédoine centrale, de Kouchevo, à peu près tout le monde, enfin ceux qui peuvent aller sur Google, Kouchevo. C'est une fantastique ville d'ailleurs. Et voilà. Et puis alors, ton premier souvenir de Suisse? Alors, de Suisse, ce qui m'a frappé le plus, c'est pas seulement la beauté naturelle des Alpes, mais aussi le verdure, les montagnes. Et ça, j'ai tombé amoureux de cette magnifique vallée. Mais est-ce que c'était évident au moment où tu as pu choisir que tu allais demander ta nationalité? Ou bien il y a eu une hésitation comme certains, etc. Ah non, aujourd'hui, je peux dire que je suis fier d'être suisse. Mais au moment où la décision a dû se prendre, est-ce que par rapport à la famille, à ta vie passée, etc., est-ce qu'il y a eu une hésitation? Non, jamais. Jamais. Au niveau on va dire, de nationalité, que je suis fier d'être valaisan et suisse, j'ai jamais hésité de rien du tout. C'était une évidence. C'était une évidence. La Suisse, bah, d'ailleurs, voilà. Mais j'ai connu la Suisse qui a évolué aussi. Tu as épousé une femme valaisanne. Je suis en train de me demander là, maintenant, est-ce que tes enfants, ils parlent ta langue maternelle ou bien pas du tout? Alors, ils parlent, mais avec un accent forcément, c'est à l'envers, on va dire, cette fois-ci c'est à l'envers. Mais mes enfants, ils parlent plusieurs langues, anglais, allemand. Mais je parle du macédonien. Ah, macédonien, ils parlent aussi, oui. Ouais. Oui, ils parlent, mais on va dire avec un accent très prononcé. Je crois qu'il y a quelque chose qui t'a beaucoup marqué dans ta vie, c'est l'accident qu'a eu un de tes frères, qui a un peu forgé un peu ton destin d'un certain côté. Est-ce que tu peux en dire quelques mots, ou bien comment tu l'as appris et quel effet ça a eu peut-être sur toi? Alors là, tu me poses quelque chose qui est très douloureux, on va dire, dans ma vie. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Quel était son prénom déjà? Quel était son prénom? Ismaël. Alors, quand j'ai perdu mon frère Ismaël, j'ai perdu mon moitié. Parce qu'on avait une année de différence. Donc par rapport à tes autres frères, c'était celui avec lequel tu étais le plus proche. Et voilà, on était pratiquement, pas de jumeaux, mais une année de différence, presque comme de jumeaux. Et partir de là... dans un accident? Dans un accident d'avion qui a eu 118 morts, d'ailleurs, très tragique. Genève, Ohrid, d'ailleurs. Et c'est là que j'ai dit, je veux un jour savoir, et je veux être quelqu'un monté des grades, que ce soit au niveau économique ou social, et pour que je sache la vérité. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es intéressé à l'aviation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte d'hésitation au moment où tu t'es dit, tiens, je vais commencer un peu à piloter ou à t'intéresser aux choses de l'aviation? Alors ça, bien sûr que ça, j'ai jamais voulu être pilote, à vrai dire, mais ça m'a bouleversé, c'est un bouleversement dans ma vie, et je voulais à tout prix acheter un avion avec des amis que j'aime, d'ailleurs qu'ils ont une grande compagnie actuellement, et on a fait exactement le même trajet. Et on a compris par la suite comment ça s'est passé. Donc le trajet d'avion qui s'était écrasé, etc. Voilà, exactement. On a fait le même trajet, mais où on est parti de Genève, on est parti de Sion. Avec, Et ça t'a fait quoi, ce moment où tu as décollé, où tu t'es dit, tiens, c'est à ce moment-là où mon frère, celui avec qui je partageais tout, a disparu dans les airs. C'était quoi cette... Alors, bien sûr qu'à un moment donné, pour faire le deuil, il faut le connaître, comme on dit, la vérité. On ne connaîtra jamais la vérité. D'ailleurs, c'est quoi la vérité? On ne sait pas, c'est une définition, on peut en débattre. Mais quand j'ai fait ce voyage-là, à ce moment-là, ça remonte très longtemps, j'ai eu un soulagement
parce que, comme tu sais, à l'époque, il y avait la guerre Bosnie-Serbie, puis la plupart des gens ils pensaient que c'est comme un genre d'attentat. Mais on a vu que non, il y avait l'erreur de pilotage, et là, j'ai pu faire mon deuil, on va dire définitif, parce que, voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc, je t'ai demandé avant ton premier regard sur la Suisse. Alors, il y a autre chose qui m'intéresse, c'est que je sais que tu es un amoureux, on va dire, des États-Unis. Ton premier voyage aux États-Unis, parce que tu as été maintes fois, je ne sais pas si on va en parler parce qu'on a d'autres choses à voir, mais tu as été maintes fois aux États-Unis. D'ailleurs, on a une route 66 peut-être à faire ensemble, on ne sait pas. Nous verrons ce que le destin nous réserve, mais tu l'as fait plusieurs fois. Mais ton premier séjour aux États-Unis? Alors, premier séjour aux États-Unis, je l'ai fait parce que, comme tout le monde, on regardait les films, Hollywood et tout ça, puis je voulais à tout prix voir qu'est-ce que c'est les États-unis. Et quand j'étais donc plutôt la côte ouest immédiatement. Voilà, j'étais directement en Californie, j'ai fait 2 semaines à l'époque. Et comme chaque touriste, évidemment, on voit seulement certaines choses qui sont, on pense intéressantes, mais pour moi, c'est pas vraiment ça. Et par la suite, j'ai fait plusieurs voyages et que j'ai tombé fortement amoureux des États-Unis d'Amérique. Alors, c'est quoi qui te plaît aux États-Unis, à toi particulièrement? La liberté. Les espaces? Les espaces, les libertés, les grands espaces bien entendu, mais la liberté, ça veut dire, on va dire comme ça, aujourd'hui pour rouler avec une voiture en Suisse, on peut plus bientôt parce qu'il faut homologuer ci, il faut homologuer ça, tandis qu'aux États-Unis, tout est possible. Vous voulez modifier votre propre voiture, vous pouvez la faire. Et ça, c'est une des libertés, bien entendu. Puis alors, si tu devais citer un État, parmi tous ceux que tu as visités, où tu te dis, tiens, ça c'est vraiment peut-être un endroit où je voudrais me poser, ou bien un endroit que je voudrais connaître différemment par rapport à tout ce que tu as traversé. Alors, franchement, quand je parle des États-Unis, c'est quelque chose d'extraordinaire, émotionnel même, parce que tout le business, j'ai fait à travers des États-Unis. Mais si je dois citer, c'est très difficile aujourd'hui pour moi de citer vraiment un endroit parce qu'il y a tellement de belles choses. Et les quelques États que j'aime, je peux citer par exemple Californie, bien entendu, Arizona, Utah, et ça c'est, et même New Mexico par exemple, ça c'est des États que je pourrais vivre sans problème. D'ailleurs, j'envisage de faire, dans quelques années, 6 mois aux États-Unis, 6 mois en Suisse. Un État en particulier ou bien? Je pense, je vais plutôt privilégier la location, parce que je voulais acheter... Mais le lieu? Non, le lieu, voilà, par exemple, 6 mois Arizona, une autre fois Californie, une autre fois, enfin, ça dépend les années qui nous restent à vivre, bien entendu, hein, voilà. Et puis, alors justement, tu as utilisé le mot business. Si aujourd'hui tu avais un enfant de 10 ans qui doit répondre à la maîtresse, quel métier fait ton papa? Qu'est-ce que tu lui dirais comme activité professionnelle qui puisse passer en un mot chez ses copains, chez la maîtresse? Là, tu parles de moi. Oui. Voilà. Bon, moi, je suis actuellement, je travaille dans plusieurs domaines. Domaine de compléments alimentaires, fabricant, mais businessman, voilà, businessman. Voilà. Businessman, alors tu as parlé de business, tu as parlé des produits compléments alimentaires, on va passer un petit moment là-dessus. Peut-être nous dire comment tu es tombé là-dessus, des circonstances de vie ou des opportunités, on va dire, qui t'a fait aller dans ce domaine-là. Alors, ce domaine-là, c'est grâce à un certain docteur Mel Williamson. C'est un Américain, paix à son âme, il est décédé. Mais comment tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré à travers d'un Français qui était distributeur. Et j'étais dans son bureau. D'ailleurs, c'était assez drôle. À l'époque, j'avais 22 ans. Et quand j'arrivais aux États-Unis, il m'a reçu. Bien sûr, c'est un milliardaire. Il m'a dit, écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, écoutez, je vais être distributeur de votre marque. Et, on peut citer la marque ici. La marque, bien sûr, American Premier Nutrition, mais à l'époque, il y avait aussi branding de MLO Nutrition. Tout le monde, d'ailleurs, ceux qui connaissent, ils connaissent. Et il m'a demandé une chose, parce que c'est très américain, est-ce que vous avez combien d'argent vous avez pour investir? Et pour tout te dire que j'ai dit, écoutez, messieurs, un milliardaire quand on parle,
J'ai dit, voilà, j'ai 21 000 francs suisses. Donc, tu peux t'imaginer le décalage qu'il y a eu. Alors, à mon surprise générale, il m'a dit, oui, écoutez, vous avez quel âge? 22 ans. Je vais vous donner la distribution pour une année, pour voir si vous êtes capable de prospérer en Suisse. Et je ne peux jamais oublier ça aujourd'hui, je le rencontre assez souvent d'ailleurs, et d'où on a fait, j'ai fait le premier business de ma vie, qui est d'ailleurs toujours en cours. Donc, dans le cadre de ce business-là, tu as fait aussi du coaching, etc. Alors, juste peut-être, il y a un champion du monde, on a invalidé un champion du monde, 66 ans, que les gens le connaissent bien, Jean-Louis Locher, qui est venu ici aussi sur ce divan. Dans quelles circonstances tu as été amené à collaborer avec Jean-Louis Locher? Alors, Jean-Louis Locher, le vrai rencontre qu'on a eue, quand il était à Sierre, à l'époque, comme hockeyeur professionnel, j'étais son fan, en fait, voilà. Et on s'est entraîné à l'époque, il y avait Tropical Fitness, on s'est entraîné, pas ensemble, mais dans la même salle, et comme ça on s'est connus. Et autrement, ça fait plus de 20 ans que je le suis, parce que, évidemment... Ouais, mais au moment où il s'est dit, je veux changer d'activité professionnelle, il a arrêté son activité professionnelle de pilote, il ne jouait plus au hockey, etc. Il s'est dit, tiens, je vais m'investir, parce que ce n'est pas tout le monde qui s'investit comme lui dans le champ de ce sport. Tu as tout de suite vu que c'était quelqu'un qui allait prendre les choses au sérieux. Oui, parce que Jean-Louis, c'est quelqu'un... Déjà, quand vous voyez quelqu'un qui a des principes, Jean-Louis, c'est quelqu'un qui a des principes d'amitié, loyal et extrêmement sérieux dans son travail, en amitié et en amour certainement, enfin voilà. Mais je savais que c'est quelqu'un qui peut gagner. C'est un gagnant. C'était une personne exceptionnelle. Alors justement, comment on en arrive à ce degré d'implication dans ce sport qui est finalement très peu connu? C'est quoi les exigences? Parce que juste transmettre un tout petit peu, qu'est-ce qu'il y a derrière un succès comme celui-là? Qui n'est pas banal quand même. Hein. Non, bien sûr. Alors il y a 3 choses. C'est pas grand-chose quand on pense, mais c'est beaucoup de choses. L'entraînement, sommeil et la nourriture. Si vous faites si on fait les 3 choses, on peut être un grand champion, bien entendu, à la perfection. Et qu'est-ce que tu réponds? Parce qu'à côté, tu as un petit business, on ne va pas en parler beaucoup, mais j'ai cette question-là de distribution de produits compléments alimentaires, etc. Donc ça va des vitamines, les gens ils peuvent aller sur le site, oui, s'ils veulent, ils peuvent aller sur le site. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que finalement, pour être très cru, tu es une sorte de marchand de drogue pour des gens qui veulent prendre rapidement du muscle ou perdre fictivement du poids, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Bon, après, ceux qui disent ça, c'est que c'est un imbécile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'imbéciles, bien entendu, mais aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, on est beaucoup plus instruit qu'à l'époque. Quand vous parlez de protéines, on mange tous les jours, d'ailleurs, dans les repas, les viandes, enfin, dans les œufs, enfin, tout ça. Donc, quand on parle de compléments alimentaires, le mot complément alimentaire, ça veut dire vitamines, protéines, acides aminés, etc. Bien entendu, aujourd'hui, il y en a beaucoup de différents produits qui sont de nature d'améliorer la santé de chaque personne. Pas seulement des athlètes. Chaque personne, par exemple, je cite vitamines et minéraux, tout le monde a besoin, zinc, tout le monde a besoin, mais je m'arrête là parce que c'est l'infini. C'est l'infini. Donc, c'était presque naturel que tu sois sur ce divan, puisque les gens qui connaissent l'index, ils ont vu sur la colonne de droite qu'on a 2 publicités, enfin on va dire, pour 2 catégories d'entreprises tout à fait différentes, qui ont comme point commun quand même certaine écologie. Je recommande aux gens d'aller voir donc les produits Magic Road, c'est sur la base, la partie latérale droite de l'index, et également Clean Water. C'est donc ces dispositifs entrepreneurial que promeut aujourd'hui Avni Nasufovski. Alors d'abord, on va parler des routes. Peut-être nous expliquer
dans quelles circonstances finalement, qui est à l'origine plutôt de ce produit? Parce que j'ai eu la chance de le rencontrer aussi, cette personne, parce que c'est un Catalan. Juste peut-être nous dire un mot, parce qu'il le mérite naturellement. Bien sûr. Alors, bon, déjà, je remercie Jean-Michel Ripa. C'est à travers de lui que j'ai rencontré Francisco Pac. C'est quelqu'un qui est fantastique, extrêmement dévoué. C'est quelqu'un qui vit vraiment pour la nature. Et c'est là que j'ai vu la solution Magic Road technologie. Et j'étais tellement choqué et en bien. Pourquoi? Parce que c'est une application facile. Peut-être citer l'inventeur aussi. À l'inventeur, c'est Joseph Salinas. C'est un scientifique d'ailleurs. D'ailleurs, il y a même au Japon, il y a des produits à son nom, hein, Salinas. Hein. Les gens qui s'intéressent, vous tapez Salinas, les produits Japon, ou même peut-être même en Suisse, mais enfin bref, c'est des gens fantastiques. En parenthèse, sur le nouveau site de Planète Construction, parce que c'est un peu le prétexte aussi, vous pouvez aller sur le site de Planète Construction, vous verrez qu'il y a la présentation du produit de Magic Road par le professeur Salinas qui explique comment il en est arrivé là. Alors, oui, alors explique-nous alors qu'est-ce que c'est ce produit de route, parce qu'ici en Suisse on a des routes fantastiques, du goudron, macadam, plusieurs couches, etc. Tous les ingénieurs connaissent. Quelle est la différence fondamentale? Est-ce que tu veux être choqué ou bien non. Alors la différence c'est énorme, énorme, écologique déjà. On commence par écologique. Pourquoi? Parce qu'avec une autre solution, déjà, ça va baisser le prix. Par exemple, en Suisse, c'est extrêmement cher au mètre carré. Si on prend ou un kilomètre linéaire, c'est extrêmement cher. Donc, on peut déjà faire 50% moins cher et avec une durée de vie supérieure à 10 ans, chaque route. Même plus, mais on va dire supérieure à 10 ans. Mais si maintenant, on vous dit à l'État ou à la Suisse, c'est ce qu'ils doivent adapter d'ailleurs, ils doivent venir vers nous, parce qu'on peut économiser, le contribuable, il économise à la hauteur de 50% moins cher les routes. Alors c'est quoi le système? Juste présenter rapidement. Alors le système, c'est l'ensemble des polymères, on va dire que c'est l'ensemble du polymère, on prend quelques carottages, on analyse, chaque ingénieur d'ailleurs il connaît ça, on analyse la terre, et parfois on rajoute l'argile ou pas, ou le sable, enfin bref, pour que ça soit homogène. Et dans nos laboratoires en Espagne, on analyse et on va dire telle route il faut rajouter. Rajouter, ça veut dire pas jamais enlever. Rajouter à une proportion sur la terre de 10% ou je ne sais, ça dépend de la terre qu'elle est. Et pour continuer, ça veut dire il faut 4 machines. Ça veut dire voilà, il faut juste tourner la terre, une citerne, compactage et c'est fini. Et si on veut faire en Suisse, on met l'asphalte par-dessus, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, par exemple, pour les pistes et tout ça, on n'est pas obligé. Et puis en plus, c'est au niveau de CBR, si on se base sur 25 cm, on peut aller jusqu'à 90 tonnes sur une route qui est faite au bout de 2 jours. Alors, quand on explique ça brièvement, et ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller de nouveau sur le site pour voir les caractéristiques techniques, etc. Je recommande, moi j'ai pris le temps de lire ça attentivement, je recommande aux spécialistes ou à tous les autres qui sont intéressés d'un point de vue ingénierie de voir de ce dont il s'agit. Mais quand on comprend ça comme ça, on se dit, nom d'une pipe, quand on voit ce qui se passe en Afrique, il doit y avoir un marché à ouvrir. Et je sais que tu as fait pas mal de voyages ces 2 dernières années vers l'Afrique. D'abord, comment ça a été reçu, cette possibilité-là, par l'Afrique, de manière générale? Alors, les Africains, ils ont vraiment bien adhéré à ça, bien sûr. Après, comme on veut dire, au niveau technologie, il n'y a jamais un problème en Afrique. C'est au niveau financement, tout ça. Parce qu'il y a certains États, malheureusement, voilà, il y a des règles au niveau des FMI, soit endettés, tout ça. Mais quand même, on a des bons résultats actuellement. Donc cette année, on va faire quelques routes en Afrique. Mais on a fait aussi, il y a plus d'une année, on a fait au Maroc, dans la région de Berkane, on a fait un joli test qui a été approuvé par l'État marocain. Donc on va continuer dans ce chemin. Mais
N'oubliez pas qu'au Mexique, on a dans l'État de Yucatan un distributeur que l'État fédéral de Mexique a fait un décret d'utiliser notre produit à la hauteur de 50%, tout ce qui est les routes, bien sûr, payées par l'État fédéral. Il y a une chose qui m'intéresse parce qu'avant ça, tu ne connaissais pas spécialement l'Afrique noire. Je ne parle pas de l'Afrique du Nord, l'Afrique noire. Comment tu as perçu ces gens-là que tu as finalement rencontrés réellement sur leur sol? Là, je ne parle pas dans les affaires, mais de manière générale, dans les contacts, etc. Cette question elle me vient à l'esprit parce que sur ta page Facebook, il y a quand même pas mal de rencontres, des photographies avec ces gens-là, mais il faudrait savoir comment toi tu les as perçus en étant chez eux. Alors les Africains, c'est quelque chose, c'est des peuples extraordinaires. Malheureusement, bon, ici en Suisse on est bien, mais malheureusement quand je vois les débats en France, ils sont tellement décalés de la réalité. Et c'est choquant. En fait, c'est choquant parce qu'il y a une hospitalité d'Africains qui est extraordinaire. Et j'aime le continent africain, j'aime apporter les deux solutions. D'ailleurs, peut-être on va avoir l'occasion d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, comme un entrepreneur, je veux parler toujours de gagnant-gagnant, avec une transfert de technologie. Ce qui n'est pas le cas malheureusement des Européens. Les Européens, ils arrivent, la différence que nous, comme nous sommes de Suisse, hein, on va dire comme ça, neutralité, les Suisses, j'encourage tous les entrepreneurs suisses d'aller en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils nous attendent avec les bras ouverts. On sait les rapports qui sont maintenant assez tendus, hein, on va dire, entre la France et l'Afrique. Est-ce qu'on peut dire que le Suisse de langue française, parce que finalement le Suisse de langue française il est bien reçu en Afrique et on voit tout de suite que quand c'est un Français il est un peu moins reçu, si je caricature la réception par l'Africain de nous finalement qui maîtrisons la langue française. Alors je vais te faire, bon, je vais dévoiler quelque chose, pas qui, mais on était dans une délégation dans un pays africain. Il y avait un Français. Et du moment qu'on est arrivé, on était extrêmement bien reçus par le gouvernement. Et quand il s'agit de Français, il a dit s'il vous plaît, vous restez dehors, vous ne pouvez pas assister à notre réunion de travail. Alors c'est assez choquant pour moi. Ouais. Mais t'es surpris là. J'étais vraiment surpris parce que en fait, c'est pas la personne, c'est la politique française qui vise. Mais comme il s'agissait des routes et tout ça, il ne voulait même pas recevoir un Français. Je sais qu'on a toujours des petites questions d'actualité là, mais je sais que tu as passé pas mal de temps à un moment donné au Sénégal. Est-ce que tu as été surpris de ce qui vient de se passer au Sénégal? C'est quand même, on va dire, une révolution populaire quand même étourdissante, hein, on peut dire ça comme ça. Alors, franchement, je ne suis pas surpris parce que j'étais plusieurs fois au Sénégal. Et j'ai vu la jeunesse, et j'ai vu les rues africaines, ils ne supportent plus d'être exploités. Et ils veulent aussi, évidemment, les dirigeants qui le choisissent, et puis l'intérêt national avant tout. Et je comprends, mais mes pronostics, ils étaient justes. Au tout départ, j'ai dit que Ousmane Sonko, il va gagner. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis géopolitique, je connais très bien la politique internationale, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Europe, Amérique latine. D'où ma connaissance, d'où ils me reçoivent comme un État, comme un chef d'État, même si j'ai aucune fonction fédérale, quoique il faut me donner pour le faire. Mais ça, c'était le plaisanterie, évidemment. Et non, le Sénégal va changer beaucoup parce qu'ils ont tout à faire 4 fois mieux. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller dans un pays, on prend 90%, on prend la richesse et on restitue 10%. Ça ne marche plus et c'est normal. Et d'où ça veut dire que nous les Européens, mais moi je parle comme en tant que la Suisse, on est beaucoup plus intelligent que ça. On fait gagnant-gagnant. Du moment qu'on fait gagnant-gagnant, on est respecté. D'ailleurs, la Suisse, elle est respectée mondialement pour ça, pour notre neutralité. D'ailleurs, j'insiste vraiment, la neutralité suisse, elle doit rester éternellement.
si on veut être respecté dans la géopolitique. Il change d'ailleurs. Hein. J'avais une petite note avant, le mot géopolitique, comme tu l'as utilisé avant moi, j'aimerais savoir comment tu en es venu à cet intérêt-là, et puis une connaissance assez poussée pour qui te connaît de tous les enjeux qui se passent un peu partout. D'où est venu cet intérêt marqué quand même pour la géopolitique internationale? Bon, alors j'ai côtoyé quand même les sénateurs aux États-Unis, j'ai côtoyé les politiciens de pays de l'Est, d'ailleurs aussi. Et aussi, je suis intéressé vraiment à la diplomatie pure. Je l'ai étudiée personnellement et je connais tous les coutumes. Parce qu'on ne parle pas la même chose, même en Afrique, hein, ça dépend, francophone, anglophone, il y a une manière de s'exprimer dans tel pays et une autre manière de s'exprimer dans un autre pays. Et aussi au Proche-Orient, c'est la même chose. Et en Asie, encore un autre genre de diplomatie. Du moment, en fait, la diplomatie aujourd'hui d'arrogance, c'est fini. Diplomatie d'arrogance et des sanctions, ça ne marche pas. Quand on parle de sanctions, on se sanctionne nous-mêmes, en fait. Mais bon, ça, c'est les politiques générales au niveau, comment on peut dire ça, il y a deux blocs qui se confrontent actuellement entre BRICS et G20 qui ne pèsent pas grand-chose. Je suis désolé parce que BRICS, il va prendre de plus en plus, comment on dit, l'ampleur, parce que j'estime, d'ailleurs, nous, la Suisse, on doit être dans les deux. Pourquoi? Parce que nos entreprises, nous exportons énormément et on doit être vraiment, vraiment en neutralité suisse, elle est très importante. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je parle avec les chefs d'État ou des ministres ou des ambassadeurs, je parle souvent. Donc toi, tu ne te caches pas d'être suisse, d'être aussi musulman. Est-ce que la religion, ça t'a aidé dans tes prises de contact? Parce que finalement, il y a une grande partie du monde qui est musulman, islam. Tu as été plusieurs fois au Proche-Orient. Est-ce que cet accueil-là, tu peux le deviner qu'il aurait été différent si ça avait été, on va dire, un Suisse catholique ou un Suisse protestant? Ou mécréant? Oui, bon... disons, dans le business au Proche-Orient, quand on parle business, ça passe assez, il n'y a pas de religion là-dedans. Mais effectivement, quand vous dites, voilà, vous êtes musulman, suisse et musulman, vous avez beaucoup plus de facilité, peut-être, alors on va dire, si je dois le dire, peut-être 10% plus de réussite que d'être mécréant. Mais on ne peut pas dire que c'est un respect finalement de l'arabe qui se dit, qui a une certaine idée de la Suisse et qui se dit tiens, en Suisse, il y a aussi des gens qui pratiquent, enfin, qui se réclament, on va dire, de cette religion. Ben, en tout cas, moi, de Proche-Orient, ils aiment énormément la Suisse. Pourquoi? Parce que la Suisse, ben, comme tu sais, il y a l'état du droit, bien entendu. Toutes les religions, n'importe quoi, athées, musulmans, chrétiens, juifs, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez dans le domaine privé. Mais quand même, ça joue un rôle, mais la Suisse aussi joue vraiment un rôle. Parce que ça veut dire Suisse, ça veut dire sérieux, ça veut dire ouverture, ça veut dire pas de tromperie. Je ne veux pas citer certains, bien sûr, voisins. Hein, voilà. Mais justement, il ne faut pas se cacher, il y a certains problèmes dans les banlieues françaises, Marseille, Lyon, Paris, et puis ça vient ici aussi où le regard sur l'islam est très, on va dire, négatif. Quel est ton regard à toi sur ce qui se passe, par exemple, récemment à Marseille, où on sent que les gens assimilent, on va dire, la délinquance puissante, je veux dire, à cette religion? Bon, là c'est beaucoup plus complexe que ça. La France, c'est pas d'hier qu'il y a ça. Ça fait plus de 50 ans que ça dure. La politique française ou les politiciens actuels de la France, ils vivent grâce à ça. Parce que il y a l'économie qui ne va pas. Ils ont une dette de 3 000 milliards. Donc, pour faire une diversion,
On va parler de pauvres gens, de banlieues d'ailleurs, qui a même les camions, ils ne passent pas pour les poubelles. Hein. Je pense que tu connais la France. Et c'est une diversion qu'ils font, par exemple, pour voilà, les délinquants, on va dire comme ça, quelqu'un qui fait voler un vélo, on va l'incriminer. Par contre, Marine Le Pen, quand elle pique dans les caisses de l'Union européenne, elle est toujours protégée par l'immunité diplomatique. Donc la France, elle doit faire attention. Je pense aujourd'hui, je donne conseil aux politiques français. Ils doivent faire attention parce que la géopolitique change. Quand on parlait d'Algérie d'avant, ce n'est pas l'Algérie d'aujourd'hui, c'est une puissance. Il y a le fonds de souverain d'Algérie, elle pèse de plus de 100 milliards. Ça veut dire qu'ils ont un fonds de plus de 100 milliards. Et puis la politique algérienne, elle ne s'aligne plus sur la France ou ailleurs. Donc, on peut parler ce qu'on veut, mais le futur c'est le Maghreb et jusqu'à l'Afrique du Sud. Et on doit vraiment enlever cette barrière, disons, religion, tout ça. Parce que ça, c'est le cancer, on dit, de civilisation. C'est beau quand il y a un compromis. Par exemple, quand il y a bon à vivre ensemble, ça c'est le beau. Bien sûr que n'importe quel bord, que ce soit extrême gauche, extrême droite, ou quelqu'un au nom d'islam qui peut faire des bêtises, ça existe. Est-ce que tout le monde, ils sont enfermés à Malévo? Je ne pense pas. Pourtant, on a vu par exemple l'année passée, chez nous, une drame, non? C'était un Valaisan qui a tué par passion, je ne sais pas, voilà, mais il a ôté une vie à une personne, et ça, on ne peut pas cautionner ça. Et c'est pour ça les politiques, ils doivent faire attention, parce que les politiques d'aujourd'hui, ils peuvent faire une conséquence dans 20-30 ans. Parce que si, on va dire comme ça, si, comme il disait Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, le jour que les Arabes ils se réunissent ensemble, on fait quoi? On fait quoi? Ça veut dire que c'est pour ça que nous, comme Suisse, on a zéro problème. Mais la France, elle est en décadence, pas à cause seulement banlieue. Ça, c'est facile à régler ça. Hein. Mais la politique d'extrême droite qui est appliquée en France, c'est très dangereux. D'ailleurs, dans les livres que j'ai lus, à les années 30, Hitler, quand il est venu, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont commencé à taper sous les juifs, sous les... enfin bref, les tziganes et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Ben, il y a des millions morts. Donc, on ne doit vraiment pas entrer dans cette logique. Alors, il y a aussi un autre produit qui est présenté à l'index, c'est Clean Water, à propos de l'eau. Alors, je vous suggère de lire cette technique aussi. Si je résumais, si je caricaturais ce processus, qui n'est pas destiné à l'eau salée, j'aimerais faire là, qui n'est pas destiné en premier temps à l'eau salée, donc à l'eau douce. N'importe quelle eau douce, n'importe où, peut être à travers ce système rendu propre. C'est ça. Alors, finalement, pourquoi on a vu ici des grandes entreprises, Nestlé et compagnie, avoir des problèmes, etc. C'est peut-être juste nous décrire, c'est un processus non chimique déjà d'épuration de l'eau. Oui, bien sûr. Alors la technologie s'appelle Planet Clean Water Technology. Une technologie américaine. Américaine, bien sûr, brevetée. C'est électro-oxydation. On traite n'importe quelle eau, ça veut dire l'eau potable immédiate, en travers de réacteurs, c'est un processus, d'accord? Municipal, industriel, les hôpitaux, par exemple, n'importe quelle eau, on peut la traiter et la rendre potable. Par exemple, tout ce qui est municipal, on peut la récupérer puis le faire pour usage d'agriculture, et tout ce qui est potable, on peut le réinjecter dans le réseau sans problème. Bien sûr que avec une précipitation des métaux durs. Hein. Précipitation, ça veut dire tous les bactéries, tous les virus, l'odeur, il est éliminé, les métaux lourds précipités.
et aussi filtré avec un nanofiltration bien sûr à la fin. Mais en fait, sans produits chimiques. Zéro produit chimique. Mais je vais te faire rire. Est-ce que tu te rappelles, peut-être il y avait 30 ans en arrière, on avait un téléphone, vous savez? Tu sais, il y avait un téléphone qu'on faisait d'ailleurs pendant une minute pour composer. Alors aujourd'hui, quand moi je parle avec mes collègues avec un iPhone, les gens ils n'arrivent pas à comprendre, ils ne peuvent pas passer d'un coup d'un téléphone ancien, d'ailleurs maintenant c'est devenu un objet de collection, et avec un iPhone ou un smartphone, peu importe. Parce qu'on a passé, la technologie a changé telle, et on parle, allez on va parler de ça, mais on n'a plus de produits chimiques, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de chimiques. Pour faire l'huile de Sion, on peut l'équiper à moins d'une année, ça veut dire l'installation de moins d'une année, tout est automatisé, avec les capteurs, avec un pH de l'eau très élevé, zéro problème. Mais j'ai une question provocante. On a eu tous ces problèmes à la Lonza. Oui. Avec, naturellement, c'est une industrie chimique, etc. Avec l'eau douce, on peut purifier l'eau de la Lonza. Pourquoi on ne le fait pas, alors, finalement? Oui, bon, alors, à vrai dire, moi, on était à Grünkanal, plutôt. On a prélevé, puis on a fait avec nos technologies, on a traité l'eau, et on a envoyé dans un laboratoire très connu à Zurich. Hein. Et les résultats, ils sont sans appel. Ils sont incroyables. Ça veut dire pas seulement, d'ailleurs il y a les panneaux, je demande à tout le monde, vous pouvez aller voir, il y a les panneaux, pas pêcher, pas boire et tout ça. On a rendu cette eau potable. Et ça, personne ne peut le dire. D'ailleurs, on a fait l'échantillonnage, on a fait comment on peut dire, on a fait le pH très élevé avec un laboratoire qui est connu. Là, on pourrait faire un appel aux organes de la Lonza de tester pour voir si c'est un gag, parce que c'est pas un gag. Hein. Ah non. Bah, si c'était un gag qui nous a coûté 8000 francs, c'est pas un gag donc, de test, hein, bien entendu. Non, mais je n'ai pas envie, on va dire, de dire Lonza. Lonza elle-même, elle doit se rendre compte qu'il y a une nouvelle technologie pour le bien de leur structure qui a grandi année en année, d'installer une technologie comme ça, c'est tout simplement. Et c'est aussi un gouvernement, que ce soit le gouvernement de Valais ou fédéral, on peut faire une réunion, ça veut dire avec des experts, et puis dire voilà, nous avons cette technologie, pourquoi pas l'adapter. Mais ça, encore une fois, dire comme ça, c'est comme un vendeur. Moi, je ne suis pas un vendeur, je propose quelque chose de techniquement incroyable. D'ailleurs, Kuwait, on a signé avec Kuwait, ils vont utiliser nos technologies. Au niveau KOC, ça veut dire Kuwait Oil Company, donc c'est quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, vous pouvez regarder Sadco Company. L'Afrique, qui ont des besoins d'eau très importants, est-ce qu'on ne peut pas imaginer finalement une sorte de livraison par bouteille par bouteille et pas dans des grandes structures qui coûtent très cher pour peut-être aller alimenter les villages africains? Alors, l'avantage de ces technologies, on peut faire ces miniatures, on peut faire adapter par exemple au village, aux villes, à l'infini en fait. On peut faire de 6000 litres, on va dire, jusqu'à l'infini. Ça dépend des besoins de chaque endroit. Mais aussi, j'appelle aussi les, comment on peut dire, les donateurs, par exemple les associations, l'aide au développement en Afrique ou ailleurs, hein, de nous contacter parce qu'on a cette solution. Par exemple, on peut faire pour chaque communauté qui peut avoir l'eau potable. Et l'avantage, c'est que c'est un remorque, on peut faire dans le remorque et puis se déplacer et faire une grande région, par exemple. Donc, ce serait un camion avec une remorque à l'installation. On peut pomper dans de l'eau douce complètement sale et non potable, à transformer immédiatement. Donc, ça prend le temps de passer dans la pompe, etc. Hein. Exactement. Et puis, on peut mettre ça en bouteille, par exemple. Alors, l'embouteillage, il y a deux solutions. Il y a la solution de mettre un château d'eau, des châteaux d'eau, ou bien les réservoirs, de pomper directement dans le réservoir complètement, ça veut dire sécurisé,
et l'habitant il se sert l'eau directement, puisque malheureusement en Afrique, il n'y a pas partout les canalisations. Donc on a aussi fait un business plan qui est avec les châteaux d'eau. Et c'est très bien comme ça. Mais est-ce que là, tu ne te heurtes pas à ces grandes entreprises qu'on connaît en France, à l'étranger, en Suisse, de distributeurs d'eau et qui naturellement travaillent beaucoup avec les produits chimiques? Est-ce que là, c'est pas finalement une sorte d'objectif impossible? Alors, bon, là, on parle au niveau commercial. Ça veut dire qu'ils vous vendent de l'eau avec un... Après l'avoir traité aussi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, de toute façon, les puits et tout ça, je suis vraiment désolé, avec la pollution qu'on a mondiale au niveau atmosphérique et tout ça, il n'y en a pratiquement plus l'eau, peut-être ici chez nous encore un petit peu, mais moins en moins. Non, avec notre technologie, on peut traiter l'eau, ça devient exactement comme l'eau de source. Et même mieux au niveau de minéraux, tout ça. Mais ça, c'est prouvé déjà. Donc il n'y a pas de disparition des minéraux, par exemple. Non. Des bons minéraux. Mais l'idée, c'est quoi? Quand on boit, on ne doit pas boire de chimique. C'est-à-dire parce qu'avec les produits chimiques, on fait quoi? On détruit, comment on peut dire, les bactéries, les virus. Mais par contre, on n'enlève jamais les métaux, on ne précipite jamais les métaux lourds. Et ça, n'importe qui le sait. Ça veut dire qu'il s'intéresse un petit peu à l'eau. Lorsque tu es... non, avant de revenir à la Suisse, peut-être parler un petit peu de la Macédoine, ton pays de naissance, etc. Comment tu vois l'approche de la Macédoine vers l'Europe? Parce qu'il y a une demande de la Macédoine, il y a des réticences, mais on s'approche. Comment toi tu juges cette possibilité-là à court ou moyen terme? Bon, alors la Macédoine du Nord actuellement, elle est peut-être juste rappeler pourquoi Macédoine du Nord. Ça c'est pas tout le monde qui le sait. Pourquoi c'est pas la Macédoine? Bon, avant en fait, on avait des problèmes avec des Grecs. La Grèce, historiquement, il y a une région du nord de Grèce qui s'appelle Macédoine. Enfin, il y a de langues macédoniennes. Hein. Et de peur que la Macédoine, Fyrom à l'époque, comment on dit, ils exigent la restitution de ce territoire grec, de peur de ce genre de politiquement parlant, ils ne voulaient pas reconnaître la Macédoine. Donc c'était très compliqué. D'ailleurs, Zoran Zaev, le Premier ministre, il était extrêmement brillant, un grand diplomate, un grand Premier ministre, qui n'est pas actuellement, mais voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait, enfin qu'est-ce qu'il a fait surtout? Ils sont mis avec Tsipras face à face, et puis on a résolu ce problème. Et puis voilà, l'idée, ça vient de Corée du Nord, Corée du Sud. Voilà. Alors on va dire l'autre macédonien, mais on n'est pas des Coréens. Et alors les chances de la Macédoine du Nord d'intégrer le processus européen? Alors là, il va y avoir des élections en Macédoine. Enfin, voilà, je sais qu'il va y avoir des élections. Tout dépend qui c'est qui gagne. Par nature, si l'extrême droite gagne, par nature, il va y avoir un petit ralentissement. Les exigences, ou ils désobéissent. Mais par contre, si la coalition actuelle gagne, parce qu'il y a les chapitres qui sont déjà passés, hein, moi je pense que Macédoine, dans 5 ans, elle peut adhérer dans l'Union européenne. Avec parce qu'il y a une volonté populaire aussi. Et je pense que dans 5 ans, ils sont dans l'Union européenne, mais s'ils travaillent, s'ils font vraiment les réformes nécessaires par rapport à l'Union européenne qui demande, qui exige. Mon petit dada personnel, c'est de dire, nous, les Suisses, il y a 80% des gens qui ne veulent pas entendre parler de l'Europe en Suisse, notre neutralité, etc. Mais j'ai toujours pensé que cette fiction suisse, le système institutionnel suisse, ces cantons où Uri peut rivaliser par exemple avec Zurich au niveau du Conseil aux États, etc. Et où il y a cette démocratie directe, on avait quelque chose à apporter à l'Europe. Et j'ai entendu l'autre jour Cohn-Bendit dire par exemple que
pour accepter un pays comme l'Ukraine ou d'autres pays, il fallait un peu reconfigurer les institutions européennes, aller vers une plus grande fédéralisation, etc. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus, ou c'est de l'utopie impossible à réaliser? Puisque maintenant, une des grandes critiques qu'on fait, c'est naturellement le système, on va dire, centralisateur européen. Bon, les Européens, c'est comme un banlieue en français. Hein. Donc, il y a le 27, on appelle, d'accord? Mais chaque pays, ils ont leurs propres coutumes, au sein de l'Union européenne, bien sûr. Mais si on parle d'Orban, il a une politique opposée à toute l'Europe d'ailleurs, mais il est toujours, par contre, ça ne le dérange pas quand c'est 6 milliards qui reçoivent de l'Union européenne par année. Enfin bref, tout ça. L'Europe, c'est quelque chose de compliqué. Moi, par exemple, si je dois voter demain, je voterai contre l'adhésion de la Suisse en Europe. Pourquoi? Justement, parce qu'on est comme un soupable entre l'Union européenne et le reste du monde. Et je pense, la Suisse, nous avons des institutions qui marchent. C'est jamais parfait, mais ça marche quand même. Et je pense qu'on doit rester avec des bonnes... Là, j'espère qu'il va y avoir des négociations entre l'Union européenne et la Suisse qui vont se rétablir puisqu'on s'est retiré de cet accord. Et on doit faire plutôt dans ce sens-là, mais pas entre l'Union européenne. Quand tu es à l'étranger, tu es suisse, tu es à l'étranger, qu'est-ce que tu transmets de la qualité suisse? C'est-à-dire, comment tu transmets ce qu'est la Suisse à ceux qui ne connaissent pas, puisqu'on sait que même aux États-Unis, par exemple, on confond la Suisse et la Suède régulièrement. Toi et moi, on a été confrontés à ça. Oui. La Suède, c'est la Suisse, etc. Pour un Américain inculte, on va dire. Qu'est-ce que tu dis de ce qu'est la Suisse quand tu es à l'étranger? Alors, bon, bien sûr. Alors, je vais commencer par première chose. L'Américain qui ne comprend pas, qui dit Suède à la place, quand on dit Roger Federer, alors là, il sait qu'on parle vraiment de la Suisse. Mais merci à Roger, d'ailleurs, c'est notre ambassadeur le meilleur. Hein. Non, plutôt, la Suisse, elle est perçue, surtout aux États-Unis, elle est perçue le plan financier, un pays qui réussit, un pays qui c'est beau à vivre, qu'on n'a pas de problème d'immigration, on va dire comme ça. Enfin, et c'est normal qu'on n'a pas ce problème, même si on a des migrants qui viennent, mais on n'a pas, parce qu'on n'a jamais colonisé quelqu'un. Nous sommes, on va dire, propres par rapport aux autres pays. Nous sommes propres. Mais la Suisse, non, elle est aimée vraiment partout. Et ça, je peux confirmer, la Suisse, elle est vraiment aimée partout, sauf quand elle se mêle de temps en temps, elle compte dans certains États, enfin qu'elle suit l'Europe, on va dire comme ça. Mais on est obligé par nature de suivre nos voisins, mais quand même pas trop. Pas trop. Et quelle est l'image alors de celui qui connaît la Suisse, on va dire, de l'Africain qui connaît par exemple la Suisse, ou de l'Arabe qui connaît la Suisse, qui a été... C'est quoi l'image que eux ils ressentent en leur fort intérieur par rapport à ce que nous sommes, nous? Alors, la tranquillité, calme, beauté de Suisse, la beauté de la Suisse. Par contre, au niveau d'hébergement, petite chambre, cher et tout ça. Mais quand même, si je peux dire, pour la Suisse, c'est 90% que de positif. Que de positif, sauf il y en a toujours quelqu'un qui est ignorant par nature, voilà, il va dire quelque chose. Non, la Suisse, elle est vue dans le monde positivement. Et puis alors, les gens, ils ne savent peut-être pas, je ne vais pas trahir trop de secrets, mais tu as reçu des princes arabes ici, etc. Et puis, il faut un peu leur faire visiter des coins secrets ou non. Tu les as amenés où Alors, qu'est-ce qu'ils ont aimé alors, tu sais très bien, quand il y a les princes, ils viennent, ils baignent dans le luxe. Donc, luxe, on ne va pas les amener à Genève. Ben, je vais te faire rire. Je l'ai amené en prince à Anax. Et on a mangé un raclette. Simplement dans un petit chalet, un petit restaurant, voilà, très sympathique d'ailleurs. Et il avait larmes aux yeux. Il a dit, bah voilà, c'est ça que j'aime. Et j'ai jamais vu ça. Et pourtant, il est venu en Suisse. Mais où? Dans les hôtels de luxe. Donc, non.
Voilà, manger une petite raclette à Nax. Une raclette dans un petit chalet, très cosy, très joli, très magnifique d'ailleurs, avec un patron fantastique. Il nous a servi, on a bien mangé et j'ai vu l'émotion de la personne. Abstraction faite de beauté de canton, mais quand même l'émotion dans un petit truc comme ça. Voilà. Et puis un autre exemple où tu les as emmenés, autre chose. Alors il y avait des autres, je les ai emmenés au lac de Cannes-Canton. Ils étaient éblouis par la nature parce que bon, évidemment chez eux il y a ces déserts et tout ça, même s'ils voyagent beaucoup, hein, mais ils ont trouvé fantastique cet endroit-là. Et d'ailleurs c'est magnifique. Maintenant, je renverse l'histoire. Là, je sais que tu as passé ces 2 dernières années pas mal de temps à l'étranger. Peut-être deux endroits qui t'ont ébloui, où tu t'es dit, vraiment, j'ai eu la chance de passer là. Alors, Koweït. Franchement, Koweït, ça m'a impressionné au niveau de l'hospitalité. Hein. Déjà, arrivé à la douane, enfin, le passeport, vous avez visa. Bienvenue, presque avec un bienvenue grand souriant, bienvenue en Koweït et tout ça. Donc, vous montrez votre passeport, il regarde, il met, vous passez même pas 2 minutes, vous êtes au Koweït. Les gens au Koweït, et puis aussi, comment on peut dire, la société, ils sont très bien organisés. Il y a d'ailleurs de monde entier des travailleurs qui sont là. Personne. Et ce qui m'a impressionné le plus, c'est que les gens ils laissaient les sacs partout, ils allaient aux toilettes, personne ne vole. Peut-être qu'il y a des vols, mais en tout cas, moi je laisserai pas en France ma porte. Et puis en Afrique. Alors en Afrique, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fleuve du Niger, à Niamey. Les couleurs. Et ils m'ont beaucoup honoré dans le sens, ils sont venus des tribus de partout. Avec des costumes traditionnels, tout ça. Et j'avais larmes aux yeux. J'avais une émotion, comment l'Africain, il est simple, mais il sait accueillir. Et c'est ça qui m'a touché beaucoup. Je rappelle Bourgeois Gentilhomme au Collège des Creusets. Et puis alors, MPCM, c'est merci pour ce moment. Alors j'étais avec une Turque qui t'a précédé sur ce divan, Elif Dayal, que je vous recommande d'ailleurs et que je salue ici. Et je lui ai demandé, pour terminer cette émission, de dire dans sa langue « Merci pour ce moment ». Ça donne quoi en macédonien « Merci pour ce moment » ?